Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture, encore, puisque c'est un petit peu la base que j'ai envie de donner à ma chaîne, tu l'auras, je pense, compris. On se retrouve ici pour des lectures d'avril. Tu vas retrouver des mangas, de la science-fiction et également du contemporain. Je commence avec le premier livre qui est Marmout ou la montée des eaux d'Antoine Waters. Ici, c'est un livre donc écrit en 2021 par Antoine Waters qui est belge et c'est ici édité, en tout cas moi j'ai l'édition Folio. Pour la petite histoire, je fais partie d'un book club et un des livres qui a été présenté, c'est un livre d'Antoine Waters, auteur que je ne connaissais pas. Et puis le livre n'a pas été sélectionné, donc nous ne l'avons pas lu, mais son nom est resté. Puis je suis allée à la foire du livre la semaine d'après, je pense. Et là, il y avait une conférence dans laquelle Antoine Waters était interviewé. Et là, je me suis arrêtée, j'ai écouté la conférence et j'ai trouvé que cet auteur était extrêmement authentique, extrêmement sincère dans ses propos et qu'il avait une démarche littéraire intéressante. Alors pour la petite anecdote, il a écrit en allant de la poésie vers quelque chose de plus autobiographique et de plus en plus concret, donc ça c'était assez intéressant de le savoir. Et il a donné une petite anecdote parce qu'il expliquait que c'est un auteur qui n'aime pas la page noire, contrairement à la plupart des auteurs, donc je trouvais ça assez marrant. Et donc il a généralement des textes qui sont assez aérés, avec beaucoup de blanc. Quand, après l'interview, il y avait des dédicaces, j'ai été, comme je te le disais, assez interpellée et intéressée par la personne et par son écriture. Du coup, j'y suis allée à la dédicace et j'ai pris le livre qui m'intéressait le plus, en tout cas que j'avais envie de découvrir, et c'est donc Marmout ou la montée des eaux. Ça raconte la plongée de Marmout dans les eaux, parce que l'histoire parle d'un moment bien précis dans l'histoire, qui est la création d'un barrage qui a créé un lac artificiel. Il y a eu une montée des eaux, et donc les villages qui étaient aux alentours ont été complètement immergés. Ici, on fait référence évidemment au village de Marmout, et donc Marmout plonge pour se remémorer et pour pouvoir voir, visualiser concrètement son village, sa maison, et ce qu'il a vécu, puisqu'en plongeant, il peut évidemment visualiser au fond de l'eau ce qui subsiste. Et donc on a cette situation concrète et c'est en même temps la métaphore, puisque c'est l'occasion, la métaphore d'une plongée dans ses souvenirs. Et donc Antoine Waters revient dans le passé de ce personnage, puisque c'est Marmout qui raconte et qui revient sur son passé. Donc on a une alternance entre les moments du présent, ce qu'il voit, ce qu'il est, et puis évidemment ce qu'il a vécu et l'évolution de sa vie, de sa famille aussi, et de son pays. On est donc dans ce contexte en Syrie, sous Hafez el-Assad et puis ensuite sous Bachar. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que malgré la dureté et les horreurs qui se sont passées pendant ce régime et pendant ce temps-là, eh bien, l'auteur prend le parti de nous rendre ça léger de par la poésie et de par la manière d'aborder ces différents sujets sans que ce soit trop explicite. Alors ça l'est, on comprend, on a des moments qui sont très durs, mais en même temps, ça se lit parce que c'est pas aussi dur que d'autres récits qui sont très bruts. Ici, c'est pas la volonté. Et donc on sent toute cette dureté et ces drames qui se sont passés, mais on reste quand même avec cette beauté extérieure et cette légèreté voulue, même si elle n'est pas réelle. Pour te montrer un petit peu le style de l'auteur, que j'ai trouvé, en tout cas moi, très très beau, très poétique. Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat, car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue. Je fais des battements de jambes. Le vent souffle fort. Il parle. Je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant chaque jour plus fort. Bientôt, tout cela disparaîtra. Voilà, c'est un style qui est assez simple. Ce ne sont pas des mots alambiqués, des phrases
qui sont alambiquées, mais chaque mot est juste, chaque mot est bien choisi. Ce sont des phrases qui sont bien tournées dans leur simplicité. J'ai vraiment énormément aimé ce style et ça a contribué évidemment au plaisir de lecture parce qu'on a ce contexte historique qui nous apprend des choses, on a ce drame qui nous fait vibrer et ce personnage qui est extrêmement touchant. Il est touchant aussi parce que une des grandes caractéristiques du livre, c'est que ce personnage a l'amour de ses proches, a l'amour de son pays, a l'amour de la liberté. Et donc, voilà, vu les contraintes, ça ne peut pas s'exprimer comme il le souhaiterait. Mais on ressent vraiment tout ça dans le texte. Il y a une grande place également à l'écriture, à la poésie, parce que Marmout est lui-même poète. Donc ça se respire, ça se transpire dans le texte et dans l'histoire. Tu l'auras donc compris, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Vraiment, c'est une très 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 bonne lecture, une belle découverte de l'auteur qui me donne envie de le découvrir dans d'autres textes, que ce soit plus poétique ou, à l'inverse, plus autobiographique, comme dans son dernier roman. J'ai beaucoup aimé aussi découvrir ce contexte parce que je ne connais pas grand-chose de la Syrie. Ici, on a ce contexte évidemment de la migration de la population, une critique du régime autoritaire, des conséquences aussi qu'il y a sur les combattants, sur les civils, sur les dissidents au régime. Et donc j'avais envie en fait de creuser davantage et d'en apprendre plus. Donc je pense que j'essaierai de me procurer d'autres ouvrages qui parlent de ce contexte et de ce pays. Et puis aussi de voir comment est-ce qu'un auteur syrien peut-être, quel regard un auteur syrien peut avoir aussi sur cette période et sur le vécu. Puisqu'ici c'est un auteur belge, il n'a pas vécu de l'intérieur, en même temps il s'est beaucoup documenté et ça sonne juste malgré le fait qu'il ne soit pas syrien. Je trouvais que la réalisation était bien faite et que c'était très cohérent aussi. Donc voilà, là aussi, je te conseille de te faire ton propre avis et de revenir vers moi si tu en as lu d'autres que tu me conseilles de cet auteur, ou bien un auteur syrien qui parle de ce contexte-là. Alors ensuite, je vais enfin parler d'Arte, parce que peut-être que si tu as été attentif, tu auras vu sur la miniature et dans mon intro, tu auras entendu que je parle de manga, mais en fait, j'avais décidé de ne pas en parler au précédent topo, mais dans celui-ci. Donc, en fait, Arte est bien dans ce topo-ci. J'ai lu le tome 17 et 18. On est aux éditions Komiku. Là, l'édition française, donc c'est publié en 2023. L'auteur, c'est Kei Okubo. J'en ai déjà parlé dans l'un de mes premiers topo lectures, donc je ne vais pas évidemment m'appesantir sur ce manga, mais si tu n'as pas vu ce topo et que tu ne connais pas Arte, on est au XVIe siècle à Florence, et Arte, qui est ici, est une jeune noble à la base qui a envie de devenir artiste peintre, mais dans ce contexte, pour commencer, il faut être apprenti et il faut être du coup engagé dans l'atelier d'un peintre pour apprendre le métier. Or, dans ce contexte d'homme et d'artiste, il n'y a pas de place pour une jeune fille noble d'origine. Donc elle doit faire sa place, elle doit convaincre, et finalement elle y arrive grâce à Léo, qui est un artiste indépendant qui lui laisse sa chance. Il arrive plein de péripéties, plein d'évolutions, plein de rencontres aussi. Je ne vais pas évidemment m'appesantir sur l'histoire parce que ça il faut le découvrir, et puis on est déjà au tome 17 et 18, donc je te spoilerai évidemment trop. Les grands points positifs de ce manga, c'est le graphisme, parce que comme je l'avais montré dans l'autre topo, je trouve ça très très beau, très pur, que ce soit au niveau des décors qui sont très réalistes, très bien faits, et en même temps aussi des traits des personnages. Donc moi le graphisme, il me comble. Et puis l'autre force, c'est le personnage central, parce que Arte, c'est une héroïne qui est vraiment génialissime. Elle est hyper empathique, elle est intelligente, elle croit en ses rêves, elle est indépendante, elle a plein de valeurs. Et donc c'est vraiment un manga dans lequel on peut se retrouver, et dans lequel on peut retrouver énormément de valeurs, et j'ai envie de dire non pas de bons sentiments, mais de beaux sentiments. Et c'est très très fort, et tout du long de ce manga, j'ai à chaque fois le même ressenti. Donc, qu'on soit adolescent ou adulte, c'est un manga qui se lit extrêmement bien, et dans lequel on peut retrouver plein de choses. Je continue avec un autre manga que j'ai lu aussi début avril. On est avec Frieren, le tome 11. Là aussi, j'en ai un peu plus parlé dans un de mes précédents topo lectures. Frieren a été écrit par Kanehito Yamada et c'est dessiné par Tsukasa Abe. Ce manga est publié aux éditions
Kiyun. Là aussi, je ne peux pas te raconter ce qui se passe dans le tome 11, mais il faut savoir que là on est dans un univers beaucoup plus fantaisiste. Frieren est une elfe, donc il y a aussi de la magie. En tout cas, le point de départ de l'histoire, c'est que Frieren, il y a plus de 80 ans, était dans une guilde, avec des compagnons, et ils étaient en recherche du roi des démons pour le détruire, parce qu'évidemment, les démons s'attaquent à la population, et donc il y a un besoin vital pour les hommes d'engager des gens pour que ces démons soient tués, évidemment. Et donc ça a l'air d'être comme ça assez... j'ai envie de dire assez ridicule quand j'explique, quand je donne ce résumé, je trouve ça un petit peu ridicule, mais il faut se plonger dans l'univers, et qu'on soit habitué ou pas à la fantaisie, en fait, on s'y retrouve, mais il faut savoir qu'il y a cet univers, évidemment, et ces combats avec l'utilisation de la magie, mais derrière, il y a tout un fond, tout un contexte qui fait évoluer Frieren, parce que à la base, c'est une elfe qui a des centaines d'années, je crois qu'elle a 1000 ans, ou peut-être plus, et donc elle a sa conception de la vie et des relations humaines. Le fait d'avoir été en compagnie d'autres personnes, qui avaient aussi plein de belles valeurs, d'amitié, la valeur de l'amour de l'être humain, de la vie, eh bien, ça l'a fait changer. Et comme, à un moment donné, l'un de ses compagnons décède, ou va mourir, il lui demande de prendre un apprentissage, sa protéger. Et donc, Frieren se retrouve, par la force des choses, obligé de s'occuper d'une autre personne, de lui apprendre et de la côtoyer. Et là aussi, elle va apprendre, elle va évoluer, mais petit à petit, c'est par petites touches, c'est au fur et à mesure des aventures, et donc là aussi, ça crée une belle cohérence. C'est un manga que je te conseille aussi, il se lit tout seul, il est très agréable à lire. Et puis je termine les mangas avec 2 tomes, qui sont les 2 derniers tomes des éditions Star, donc tomes 11 et 12, ce sont des doubles tomes de Yu Yu Hakusho. C'est Yoshihiro Togashi qui a écrit, qui est aussi au scénario, et on retrouve ce manga aux éditions Kana. C'est un peu un souvenir de jeunesse, puisque j'avais regardé les animés quand j'étais beaucoup plus jeune, et je n'avais jamais terminé l'animé, donc je ne connaissais pas la fin, donc quand ils ont édité ces éditions, j'avais très envie de les lire. J'ai beaucoup aimé le début, j'avoue que sur la fin, je suis contente que ça se termine, parce que je trouve que sur ce coup-là, ça tirait un petit peu en longueur. On est sur un shonen assez classique. Donc shonen, c'est à destination plutôt des adolescents, des garçons, je caricature. Et en même temps, c'est aussi des mangas qui sont plutôt axés sur l'action. Dans Yu Yu Hakusho, on a un jeune garçon qui est au lycée. Un jour, il a un accident. Et comme il a voulu sauver une petite fille et qu'il est mort à la place de cette petite fille, on considère que c'est peut-être quelqu'un qui gagne à être sauvé. Alors pourquoi on dit ça? Parce que Yusuke, le personnage principal, est un garçon qui fait plein de bêtises, qui se retrouve dans les bandes, qui se bat, qui n'est pas très bon à l'école, qui fugue, enfin en tout cas qui fait l'école buissonnière. Et donc, c'est pas l'élève modèle, ni la personne modèle, mais quand il meurt et qu'il se sacrifie pour quelqu'un d'autre, on se dit que ce n'est pas le moment pour lui de mourir, et que on va lui laisser une seconde chance. Mais pour lui laisser cette seconde chance, il doit prouver qu'il le mérite et que des gens vont regretter sa mort. Et donc, finalement, il y arrive, sinon il n'y aurait pas d'histoire, donc je peux te le dire sans remords. Il réussit, enfin on le ressuscite, et là commence une nouvelle vie. Et là aussi, il va se constituer une bande d'amis, il y aura des combats dans lesquels il va évoluer, devenir de plus en plus fort, et donc c'est un petit peu cette évolution, cette construction-là. Et au début, c'était très sympa, mais après, les schémas se répètent, ce qui fait que c'est un petit peu répétitif. Voilà pourquoi j'ai trouvé que sur la fin, j'étais contente de finir la saga, mais j'ai pris aussi pas mal de plaisir à la lire, et je t'invite toi aussi, si tu aimes ce genre de manga, à découvrir si tu ne connais pas encore. Après les mangas, j'ai lu Crépuscule. Crépuscule, c'est le 2e tome du cycle Azur, qui a été écrit par Philippe Tessier, qui est français, et qui a écrit ce 2e tome en 2022. Le premier tome, c'était Point Nemo. Philippe Tessier, pour la petite histoire, il est également créateur, inventeur du jeu du même nom, d'un jeu de rôle qui s'appelle le Polaris. Et donc il a voulu écrire les livres dans le même univers. Il y a 3 tomes qui sont prévus,
Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Donc dans ce tome 2, évidemment, là, encore une fois, je ne vais pas pouvoir te raconter l'histoire, mais l'histoire du tome 1, qui est donc Point Nemo, c'est une histoire qui se déroule sous l'eau, parce que la particularité de ce monde, c'est qu'il y a eu une sorte d'apocalypse, de guerre, plein de choses en même temps qui font que la surface n'est pas habitable. Donc tout se situe évidemment en dessous de l'eau. Donc on est dans cet univers aquatique forcément, avec la création de stations pour pouvoir vivre et les moyens de transport comme des sous-marins. Donc voilà, c'est assez spécial et très particulier parce que c'est la première fois que je lis dans la fantasy un monde, dans la science-fiction, un monde sous-marin. Donc j'ai trouvé déjà ça que c'était très particulier, très original et j'ai beaucoup aimé. Et dans le 1, ce qui se passe, c'est que dans la station Nemo se trouvent plusieurs personnages, le capitaine qui doit assurer la maintenance de la station. Petit à petit, ou en tout cas régulièrement, ils sont alimentés par d'autres personnes et à ce moment-là, ils récupèrent des outils, de la nourriture et ils peuvent rester encore un petit peu de temps. Ils sont là un petit peu de manière indépendante parce qu'il faut savoir aussi que dans ce monde, il y a énormément d'alliances et ces alliances créent toute une politique assez complexe au niveau du monde. Et donc dans cette station, à un moment, ils sont censés être ravitaillés, or rien ne vient, mais la station se dégrade et évidemment les habitants ont faim. Donc voilà, pourquoi est-ce que personne ne les alimente? Pourquoi est-ce qu'ils sont laissés à eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont même plus de communication avec l'extérieur, donc ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Et donc on va suivre évidemment cette aventure et le pourquoi et qu'est-ce qui va leur arriver. Dans le tome 2, on continue les aventures. Ce que j'ai moins aimé, parce que dans le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc comme je le disais, le monde, j'ai beaucoup aimé les personnages également, que j'ai trouvé très 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 attachants. Il y avait quelque chose de très fort dans ces personnages et dans leurs relations, même s'ils étaient assez bruts de décoffrage et un peu bourrus, en tout cas pour le personnage principal. Mais j'ai beaucoup aimé ses valeurs et ce qu'il dégageait. Donc ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Dans le tome 2, on suit quelques mêmes personnages, mais pas tous, et donc j'ai trouvé clairement qu'il y avait moins d'attachement aux personnages. On était également dans quelque chose d'un peu plus action, avec un peu plus de péripéties, mais qui se répétait, donc on était dans le même schéma. Et c'est, comme je disais pour Yu Yu Hakusho, c'est quelque chose qui ne me plaît pas toujours. En fait, ça ne me plaît pas quand c'est répétitif et quand c'est toujours le même système. Et ici, on arrivait à ça, ça pêchait par là en tout cas. Le récit était également, je trouve, à certains moments assez poussif et donc j'avais pas toujours envie d'y revenir et donc ça m'a pris plusieurs semaines parce que je lisais Crépuscule sur ma liseuse. On ne développait pas assez non plus les différentes alliances et donc je trouve que l'auteur a un univers qui est assez construit, en tout cas théoriquement, mais dans les faits et dans le récit, finalement, il s'attarde peu. On évoque les différentes alliances, mais sans que ce soit bien expliqué, sans qu'on comprenne vraiment qui est qui, et comment est-ce que ces alliances se mettent en place, ou quel rôle elles ont dans ce monde. Donc voilà, je trouve que finalement on restait fort dans ce tome 2 sur les actions, et c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai été clairement déçue. Sans doute que je lirai le tome 3 parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, mais j'espère qu'on va revenir un peu plus sur le premier tome, ou ce qui faisait le sel du premier tome. Si quelqu'un a les mêmes ressentis, je serais intéressée de voir si ce ressenti entre le premier et le deuxième est partagé. À nouveau, je t'invite à le lire pour que tu t'en fasses ton propre avis. Je pense que je dirais ça à chaque fois, mais comme tout le monde ne suit pas tous mes topos, je trouve ça important de le dire au moins une fois ou deux dans chacun des topos. Tu l'as sans doute vu dans ma palle du mois d'avril, mais donc je continue mes lectures de SF. Ici c'est avec le cycle du A, le premier tome, on est dans le monde des A, et c'est écrit par A.E. Van Vogt, je ne me souviens plus du prénom. L'auteur est canadien, il a publié ce premier tome en 1945 et ça a été traduit par Boris Vian en 1953. Le cycle du A est en 3 tomes. Dans cette histoire, on est au XXVIe siècle, on suit Gilbert Gossen qui se présente à la machine des jeux. Il est persuadé de gagner et s'il gagne, il peut gagner gros. Malheureusement, quand il se présente à l'inscription, eh bien, il n'est pas autorisé à poursuivre parce que son identité n'est pas validée, n'est pas reconnue. Mais qui est-il alors, puisque ses souvenirs ne correspondent pas à la vérité? Eh bien, c'est un peu l'objet du livre,
essayer de voir de quoi il se souvient, sur quoi il peut se fier, qui il est et est-ce qu'il va pouvoir réussir à retrouver son identité. Une fois qu'il est exclu de ce jeu, s'ensuivent des actions, des trahisons, des courses-poursuites, des morts, le tout dans un contexte où certains veulent s'approprier le pouvoir, parce qu'il faut savoir que dans ce monde, ce sont les jeux qui régissent la politique, et donc ce sont les gagnants qui peuvent avoir le pouvoir également, ou qui ont un rôle dans cette mise en place du pouvoir. Donc il y a de grands enjeux à ces jeux. J'ai été très partagée parce que c'est quand même, alors c'est quand même un classique, c'est pas parce que c'est un classique qu'on doit l'aimer, mais j'ai ressenti qu'il y avait des choses intéressantes, surtout qu'il y a une postface ou une préface qui explique un petit peu la démarche de l'auteur. On est dans des aspects physiques, voire métaphysiques. Ce qui a pêché pour moi, c'est que le premier niveau avait des points positifs. Quand je dis le premier niveau, ça veut dire la première lecture, parce que d'une part, il y avait un peu trop d'action, et là aussi, pour moi, c'était un petit peu lassant. Je trouvais qu'il y avait pas mal de confusion dans ce que l'auteur voulait nous dire. C'était parfois pas très clair, la réalisation pour moi n'était pas hyper aboutie. Et alors au deuxième niveau, on se doute qu'il y a quelque chose, parce qu'on comprend qu'il y a une métaphore, il y a des idées derrière, mais là aussi, on les comprend pas, c'est assez subtil. Alors peut-être que c'est parce que c'est le premier tome, mais les clés de compréhension restent assez en surface et pas toujours très compréhensibles. Ce qui fait qu'on passe pour moi parfois à côté de l'objectif et qu'on n'a pas cette... ça percute pas, on se dit pas « ok, je vois où on va » ou même le sentiment de savoir où on va. Ça reste trop diffus pour moi. Il y avait également des discours où on passait d'un discours à l'autre sans parfois avoir de lien. Donc pour conclure, le message qu'il a voulu passer est intéressant, parce que là aussi, si je donne le message, je spoil, mais pas abouti pour moi, en tout cas dans ce premier tome. Donc j'ai envie de découvrir la suite, parce que j'ai envie de voir comment est-ce qu'il va continuer à développer son idée, ce qu'il va se passer aussi pour son protagoniste, et voir jusqu'où il va nous emmener. Donc je vais continuer, mais ce premier tome m'a un peu déçu. Ensuite, j'ai lu La Parade de Dave Eggers. C'est un livre que j'ai pris totalement au hasard, presque. J'ai presque pris totalement au hasard ce livre en bibliothèque, parce que Dave Eggers a écrit Le Cercle, que j'avais bien aimé, c'était une bonne lecture, et Le Cercle est une dystopie. Donc quand j'ai vu La Parade, j'ai lu la quatrième, ça m'a plu, donc je l'ai pris, mais je n'ai jamais vu de retour sur ce livre, qui a été écrit en 2019. Il est américain. Ce roman nous parle de deux entrepreneurs qui sont engagés pour construire une route qui va relier le nord au sud, parce que la petite particularité, c'est que ce pays sort à peine de la guerre civile entre le nord et le sud, donc tout a été détruit. Le nord est sorti vainqueur, et les vainqueurs ont envie de fêter la fin de la guerre civile, de réparer, de reconstruire, de réunir le nord et le sud, d'où la construction de cette route. Et l'enjeu de la construction de cette route dans les temps, c'est que dès que la route est terminée, ou en tout cas le lendemain, est prévu d'organiser une parade pour fêter cette fin de guerre. Le timing est donc très serré. On suit ces deux entrepreneurs qui se nomment 4 et 9. On a 4 qui est vraiment dans cette profession qui est carrée, qui est respectueux des consignes, qui est très à distance des sentiments, à l'inverse de 9, qui lui est vraiment tout l'inverse. Il vit au jour le jour, il ne prend pas au sérieux son travail, c'est l'une des premières fois qu'il réalise ce travail-là contrairement à 4, et donc on est vraiment dans deux personnalités que tout oppose. J'ai bien aimé dans l'écriture le contraste que Dave Eggers fait sur ces deux personnalités, parce que c'est vraiment bien fait. On sent très fort le fait que 4 est énervé par 9 parce qu'on est à la première personne dans la tête de 4. Et donc petit à petit on sent vraiment ce malaise parce que au début il accepte la personnalité un peu divergente de 9 et puis c'est de plus en plus pesant pour lui parce que il se passe des choses qui énervent de plus en plus 4. Et donc on ressent vraiment cet énervement et cette critique
de 4 par rapport à 9, ça c'est bien fait. Il y a également un énorme cynisme dans ce texte que j'ai beaucoup aimé, et donc cette écriture froide a été très prenante, et c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Je reste un tout petit peu sceptique parce que j'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin, et que le propos aurait pu être un tout petit peu plus développé. Donc je suis restée un petit peu sur ma faim parce que j'ai compris les intentions, enfin il me semble que j'ai compris les intentions de l'auteur, mais il manquait un petit brin de quelque chose que je ne sais pas expliciter, mais je garde un bon souvenir de la lecture, il me laisse un impact, mais je peux pas dire que c'est un grand livre ou un coup de cœur parce que clairement pour moi il manquait quelque chose et on aurait pu aller un petit peu plus loin dans le propos. Et puis je termine avec ce que j'ai présenté également dans ma palle autour de la science-fiction. Ces stagiaires au spatioport Oméga 3000 et autres joyeusetés que nous réserve le futur. J'espère que je ne devrais pas trop souvent dire le titre. Ça a été écrit par Plume, qui est un auteur français. C'est écrit en 2022 et c'est aux éditions PVH. Je voulais également dire 2-3 mots sur cette maison d'édition. Alors déjà, c'est un format qui est hyper agréable, avec des petites couvertures assez sympathiques, et également le fait que sur le site de PVH, on puisse télécharger gratuitement les livres. Donc je trouve que la démarche est vraiment géniale et il fonctionne avec des dons. Alors, dans ce roman, alors on n'est pas dans un roman, on est dans un recueil de nouvelles. La plupart des nouvelles sont assez drôles, abordent des sujets différents, certaines sont inclusives, on a pas mal de thématiques qui sont abordées, on a la différence entre les genres, on a les réseaux sociaux, le marketing, l'administratif et l'administration, la procrastination. Donc vraiment, on a toute une série de thèmes, parce que chaque nouvelle est intéressante en soi et a une démarche différente. Certaines sont à destination d'être drôles, d'autres sont un petit peu poétiques, d'autres nous laissent un peu dans la réflexion, certaines sont dans la critique d'une des thématiques que j'ai évoquées ou d'une autre thématique. Donc vraiment, c'est très très polyvalent et très chouette parce que elles sont, je trouve, bien faites. J'ai beaucoup de difficultés avec les nouvelles, j'en avais parlé également dans un de mes topos lectures. C'est rare quand un recueil me plaît du début jusqu'à la fin, et ici, clairement, j'ai beaucoup aimé ce recueil. L'écriture est très simple, très limpide, elle est hyper efficace. Il y a des petites pointes d'humour qui sont bien faites, donc avec du sarcasme dans le texte. J'ai bien aimé le style de Plume. Donc comme je le disais, on aborde pas mal de thèmes, certaines sont aussi un petit peu philosophiques. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'intention de l'auteur, parce que après chaque nouvelle, il y a 1 ou 2 pages d'explication de l'auteur et d'explication de sa démarche. Et donc ça aussi, ça met un peu de liant, parce que après la lecture, on revient sur quand est-ce que l'auteur a réalisé sa nouvelle, pourquoi est-ce qu'il l'a faite, ce qu'il lui reproche ou ce qu'il a aimé. Ça nous rend proche de l'auteur. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que c'est pas tant l'originalité des thématiques, parce que ça, finalement, c'est pas si original que ça, mais je trouve que la manière de réaliser chaque nouvelle, de tourner chaque nouvelle ou de finir et de conclure chacune de ces histoires avait son originalité, et c'est en ça que le recueil, à mon sens, est original. Chaque fois que je terminais une nouvelle, je trouvais que c'était très sympa, que j'avais bien aimé la faire et que je trouvais que c'était intéressant. Donc c'est une très belle découverte, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce que c'est un recueil de science-fiction finalement? Parce qu'on est souvent, ou à chaque fois en tout cas, dans un petit élément de science-fiction. Alors soit on y parle du temps, soit c'est parce qu'on est dans un vaisseau spatial, soit c'est parce qu'on est sur la Lune. Donc il y a un contexte de science-fiction, une utilisation de ces codes-là. Mais je crois vraiment que si on n'est pas familier avec la science-fiction, on peut tout à fait lire ce recueil sans aucun souci. On n'est pas dans de la hard SF. C'est vraiment, il me semble, un prétexte, mais on sent l'amour ou l'intérêt et l'amour qu'a l'auteur pour la science-fiction, surtout qu'il y a aussi certaines références à d'autres grands auteurs de science-fiction, mais vraiment c'est accessible pour quelqu'un qui n'aime pas ou qui ne connaît pas la science-fiction. En tout cas, j'ai trouvé que cet élément était important à dire et j'ai trouvé que c'était accessible. Voilà, c'en est tout pour les lectures que j'ai à te présenter aujourd'hui. J'espère que l'une ou l'autre t'a donné envie. Si pas, j'espère que dans le prochain topo, tu trouveras ton bonheur. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce que tu as envie de partager dans les commentaires. J'espère que toi aussi tu feras de belles lectures. Et donc, je te dis
À bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi.